Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir dans les vraies voies de l'emploi avec Nicolas Leroy qui est avec nous pour nous accompagner, directeur du recrutement groupe fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Ça va Nicolas ? Bonsoir Cécile. Ça va ? Super. Bon, mais écoutez, allez, au sommaire de cette émission, Alten, spécialisée dans l'ingénierie et le conseil en technologie, l'entreprise française fournit des solutions innovantes pour répondre aux défis des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile et l'informatique. On va en parler avec Stéphane Dahan dans quelques instants, directeur du recrutement du groupe Alten. Aubé, l'autre invité, donc acteur référent du marché européen des entreprises et des services numériques. L'entreprise accompagne depuis plus de 25 ans tous les grands comptes autour de banque et de l'assurance. Avec nous, Audrey Bruno, DRH de la société, qui nous accompagnera ce soir avec Stéphane. Et puis comme chaque semaine, on va vous proposer un métier dont on parle peu et pourtant, il est souvent source de recherche, d'innovation et de savoir-faire dans cette semaine. C'est le métier de géomètre expert. Benjamin Minot sera avec nous dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec Benjamin Minot qui est avec nous, dirigeant du cabinet de géomètre expert basé à Venelle dans les Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on voulait mettre à l'honneur un métier. C'est vrai que le vôtre est plutôt assez passionnant et pourtant, on en entend assez peu parler alors que vous avez en tout cas des missions qui pourraient nous toucher à chacun de nous, en tout cas tous les propriétaires terriens aujourd'hui. Effectivement, généralement, c'est un métier qui est découvert lorsque les gens ont besoin de notre profession, donc lorsqu'ils passent chez le notaire, ou lorsqu'ils ont un projet et qu'un professionnel de l'immobilier les oriente vers nous. Alors, quelle est l'expertise aujourd'hui de ce métier ? Parce que c'est intéressant pour ceux qui aujourd'hui se disent peut-être une reconversion ou peut-être un métier à venir. D'abord, quels sont les diplômes nécessaires ? C'est important. Alors, tout dépend en fait si l'on est technicien ou si l'on est géomètre expert. D'accord. Là, on est vraiment sur l'expertise de géomètre expert. Hein. Alors, dans ce cas, il y a 3 grandes écoles en France qui sont à Strasbourg, au Mans et à Paris, qui forment les ingénieurs au statut donc d'ingénieur géomètre. Oui. Puis ensuite, le géomètre expert passe 2 années chez un géomètre expert et après avoir prêté serment auprès des confrères, il devient géomètre expert. Donc ça veut dire que c'est quoi ? C'est un bac plus 5 ? C'est un bac plus 5, plus 2, c'est la voie royale. Après, il existe des possibilités, notamment certains qui ont des bacs plus 3, par exemple en urbanisme ou autre, ou des BTS géomètre topographe qui souhaitent continuer. Il y a la possibilité de rejoindre. Alors, quelles sont les principales missions d'un expert géomètre au quotidien ? Alors, définir la limite de propriété, c'est-à-dire qu'on nous connaît souvent au moment où on fait les bornages. Donc, dès qu'il y a besoin de définir la limite entre 2 propriétés, notamment parce qu'il y a besoin de construire et donc de s'assurer de ne pas construire chez le voisin, ou lorsque l'on souhaite diviser une parcelle de son propre terrain pour en céder une partie, que ce soit à un client, ou à ses enfants, les gens font appel à ce moment-là au géomètre expert. Mais ça veut dire que vous êtes les seuls à être habilités, c'est-à-dire comme des policiers qui sont assermentés sur ces territoires ? Et effectivement, on a une délégation d'ordre public, donc du coup, seuls les géomètres experts définissent la limite de propriété, donc que ce soit d'ailleurs sur les propriétés, on va dire classiques, mais aussi sur les copropriétés. Donc lorsqu'il y a un lot de copropriétés, celui qui définit l'emplacement du lot privatif, c'est le géomètre. Et lorsque on divise donc une parcelle, celui qui intervient auprès du cadastre pour créer les nouvelles parcelles, c'est le géomètre expert. Alors comment garantissez-vous la précision de vos relevés et quelle technologie vous allez utiliser pour ça ? Alors, la technologie, elle a énormément évolué ces dernières années. Ça nous a simplifié beaucoup la tâche, puisque maintenant on a accès très facilement à des milliers de données en quelques secondes. Mais la précision... Sur une ultra-précision aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est extrêmement précis. Alors, ça peut être extrêmement précis. Après, à chaque fois, le but recherché n'est pas toujours la très haute précision. Si on me demande de faire un bornage
en campagne entre deux terrains qui ont alors ici je suis en Provence, donc on dit une restanque, les bancas, ou comme on dit en provençal, donc les murs de soutènement. Le pied du mur fait office de limite de propriété généralement, et ce pied de mur, s'il est défini de manière centimétrique, c'est largement suffisant. On va pas s'amuser à chercher le millimètre là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui va jouer un rôle, par exemple, dans ce métier aujourd'hui ? Alors dans ce métier, comme dans beaucoup d'autres, il y aura des facilités qui se feront grâce à l'intelligence artificielle. On a déjà été soumis à beaucoup de changements au sein de cette profession avec l'informatique, avec maintenant nos appareils. Généralement, on utilise des théodolites, les appareils qu'on voit généralement sur les trépieds au bord des routes. Donc, c'est des appareils qui mesurent les angles horizontaux, verticaux et les distances. Ces appareils, maintenant, ils sont pour la plupart robotisés. On les télécommande. Il y a maintenant des scanners 3D, donc du coup, on a des appareils qui mesurent des millions de points à la seconde, ou on en parlait la dernière fois, éventuellement des drones qui donc survolent les propriétés avec des radars embarqués, avec des scanners embarqués. Tout ça nous donne beaucoup de données. Maintenant, effectivement, il faut savoir quelle précision est recherchée et qu'est-ce qui est nécessaire de garantir. Alors, on imagine que c'est un travail de terrain, mais alors quelle est la part justement de temps que vous passez au bureau et, à contrario, sur le terrain ? Alors, généralement, pour les techniciens, moi j'ai tendance à dire à peu près moitié-moitié lorsqu'ils sont polyvalents. Il y a certaines entreprises qui spécialisent leurs techniciens et qui ne font uniquement du terrain ou alors uniquement de l'ordinateur. Moi, j'ai une petite structure sur laquelle mes collaborateurs, en fait, sont polyvalents, et donc ils vont pour moitié sur le terrain, pour moitié ils traitent les données qu'ils ont enregistrées sur le terrain au bureau. Et pour ma part, c'est une part un peu moindre pour le terrain, donc je suis un peu plus souvent au bureau, mais je vais sur le terrain notamment pour les réunions de bornage, pour expliquer mon métier aux clients et aux voisins concernés, pour du coup expliquer pourquoi je pense que la limite est à tel endroit. Et à partir de là, les clients, généralement, valident mon travail, et donc on a un bornage en bonne et due forme. Alors j'imagine que la loi climat-résilience, avec la projection de zéro artificialisation pour 2050, a eu un impact sur votre métier. Ça veut dire qu'il faut se reformer régulièrement à des politiques publiques ou en tout cas à des faits climatiques ? Alors, cette loi, pour l'instant, elle n'a pas d'incidence, mais en tout cas, comme on la voit arriver, on s'y prépare. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une profession qui, par nature, en fait, c'est une obligation professionnelle pour faire partie de l'ordre des géomètres experts. On a une obligation à se former tout au long de l'année. Donc, que ce soit avec les évolutions du matériel, mais surtout avec les évolutions de la loi. Donc, comme vous parliez, effectivement, voilà, pour ce qui va arriver, la zéro artificialisation nette. Mais les lois de l'urbanisme en général, elles ont énormément évolué ces dernières années. On est du coup tenu de s'informer et de s'enrichir de formation auprès de l'actualité en tout cas. Merci beaucoup Benjamin Minot d'avoir été avec nous, dirigeant du cabinet de géomètres experts basé à Venelle dans les Bouches-du-Rhône. Un joli métier en tout cas qui donne vue. Merci de vous avoir raconté votre quotidien. Dans un instant, Alten, spécialisé dans l'ingénierie et le conseil en technologie. Stéphane Daon sera avec nous, directeur du recrutement de ce joli groupe. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, c'est maintenant tous les mardis soirs entre 19h et 20h avec Nicolas Leroy, le directeur du recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Ça va ? Bonjour. Ouais, il est très en forme. Avec le groupe Alten, spécialisé dans l'ingénierie et le conseil en technologie. On va en parler avec Stéphane Daon, qui est directeur du recrutement de ce groupe. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors forcément, ce groupe c'est de l'industrie, donc tout le monde ne le connaît pas. Donc on va d'abord apprendre à vous connaître un peu. Où vous accompagnez finalement pour le développement des clients dans l'innovation, dans la R&D. Bonsoir Cécile, bonsoir Nicolas.
Bonsoir Audrey. Donc en effet, Alten, c'est un groupe français qui compte 57 000 collaborateurs dans le monde et dans plus de 30 pays. Un spécialiste de l'ingénierie qui intervient dans 12 secteurs d'activité. L'industrie, le tertiaire, les télécommunications, l'énergie, enfin l'aéronautique, tous les secteurs où on trouve des ingénieurs. Oui. Et on accompagne en effet nos clients sur leur département de recherche et développement, de production de leurs produits et dans les directions des systèmes d'information lorsqu'on fait en effet de l'informatique ou de l'IT au sens large. Mais est-ce que ça veut dire que vos équipes sont in situ chez eux? Comment ça se passe? Alors il y a 2 modèles d'intervention en effet. On peut intervenir chez le client directement lorsqu'on travaille sur du produit. Vous pouvez imaginer qu'on est sur un avion ou une voiture, c'est toujours intéressant d'être proche du produit. Bien sûr. Et on peut travailler aussi chez nous, dans nos centres de service, lorsqu'on a moins besoin d'être en proximité du produit du client. Donc c'est à peu près 50-50. Alors juste pour qu'on comprenne bien le métier et sur quel poste exactement, qu'on comprenne bien votre expertise. Alors c'est très diversifié chez Alten, puisqu'on emploie la totalité des métiers de l'ingénieur, pratiquement. Lorsqu'on développe un produit, on va y retrouver de la mécanique, de l'informatique, de l'électronique. Tous les métiers qui vont permettre à produire un produit technologique, la production, la logistique, etc. Et puis les métiers de l'informatique au sens large et tout ce qui accompagne la transformation digitale notamment, qui vont être l'infrastructure, la data, la cybersécurité et le développement informatique au sens large. Donc selon les secteurs et selon nos niveaux d'intervention, on peut faire intervenir tous les corps de métier du métier d'ingénieur. Alors Alten, vous êtes une success story à la française, mais vous avez 2 grands métiers, c'est l'ingénierie d'une part, alors il faut bien le préciser aux auditeurs, et l'informatique. Alors quel rapport il y a entre ces 2 métiers, puisqu'ils sont quand même assez séparés. Très bonne question. Accompagnent la construction des avions et ceux qui font de la programmation. Il est bon. L'ingénierie, c'est tout ce qui va tourner autour de l'invention, de la fabrication du produit. Et la partie IT ou ESN, ce qu'on appelle aujourd'hui les ESN, c'est toute l'informatique qui va servir au déploiement de l'entreprise, ses besoins internes. Ses logiciels internes, son ERP, son site internet notamment, tout ce qui va tourner vraiment pour les besoins internes de l'entreprise, qui va gérer ces processus. Ça, c'est la partie IT, qu'on appelle aussi service aux entreprises. Ça veut dire que, vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué ce mot, cybersécurité, aussi pour la protection forcément des données des entreprises. Exact, donc la cybersécurité, c'est un bon exemple, puisqu'on va en trouver en interne pour les entreprises. Lorsque vous avez des données qui sont stockées dans une banque, dans votre assurance, ou que vous-même vous déclarez des données en ligne et elles vont être stockées par l'entreprise. Donc on voit bien l'importance de la sécurisation des données. Mais on peut en trouver aussi dans les produits. De plus en plus, on va trouver de l'informatique, notamment dans un véhicule où on va trouver un GPS ou tout ce qui est lié à la localisation du véhicule. Là aussi, il y a des informations de localisation notamment. On va en retrouver aussi dans les avions, puisque lorsque vous prenez un billet d'avion, vous allez déclarer des informations qui vous sont personnelles, elles vont bien être stockées quelque part. Et puis, toute la logistique interne de l'entreprise, on trouve aussi beaucoup de données à stocker, à sécuriser. Et notamment, on parle beaucoup de cybersécurité. Lorsqu'on parle d'attaque, il faut aussi protéger une centrale nucléaire, notamment, il faut aussi la protéger de potentielles attaques extérieures. Et donc tout ça, ça doit être sécurisé. C'est fait par des ingénieurs aussi qui viennent de notre entreprise. Alors justement, il y a les donneurs d'ordre, j'imagine, vous avez Renault, etc. Quelle part de projet ils vous sous-traitent et quelle part de projet, au contraire, ils vont garder chez eux en interne? Puisque j'imagine que les équipes travaillent main dans la main, mais justement, quelle partie vous allez garder, vous? Alors c'est très variable selon les entreprises et les projets. On va dire qu'on peut intervenir notamment pour faire un apport de technologie notamment. Donc si on parle d'automobile, leur métier c'est de faire des voitures, et donc lorsqu'on va intégrer notamment tout ce qui va être lié au système d'information, ils peuvent faire appel à nous. Donc il y a un apport technologique d'un métier qui est parfois méconnu par notre client, où il veut notre expertise, et c'est ça aussi qui fait notre valeur ajoutée. Mais ça peut être aussi en renforcement d'équipe, lorsqu'il faut sortir un produit en temps et en heure, et qu'il faut avoir des ressources pour pouvoir accompagner le projet avec une certaine spécialité ou une expertise. On peut aussi intervenir pour accompagner le rendement, l'efficacité de nos clients. Alors là, vous recrutez dans 3 gros domaines qui sont quand même des fleurons français, l'aéronautique, le spatial, la défense. Quel type de métier aujourd'hui on peut rechercher? C'est toujours les mêmes métiers qui vont être qui vont tourner autour des grands métiers de l'ingénieur, l'électronique, la mécanique, l'informatique et tous ces métiers qui en découlent. Tout dépend en effet. D'être très capé, ou alors on peut venir. Alors là, je vous donne vraiment des grosses généralités, oui, mais on a plus de 300 métiers au travers de ces 4 grandes familles. Mais Alten, c'est plutôt des jeunes, non, que vous recrutez Alors on recrute beaucoup. On a la chance de pouvoir recruter des jeunes
parce qu'on est dans un métier, le métier d'ingénieur, qui est pénurique. Et voilà, on diplôme en France à peu près 37 000 ingénieurs par an. Les besoins en ingénierie sont beaucoup plus importants. Et donc, même lorsqu'on a besoin d'expertise, on va devoir finalement recruter des jeunes. Et c'est pour ça qu'on met en place dans l'entreprise des parcours de formation rapides pour acquérir la compétence et être rapidement en capacité d'aller challenger les projets techniques. Donc, c'est ce qui fait qu'on recrute énormément de jeunes. Pour autant, nos projets sont pilotés par des experts, des chefs de projet, des directeurs de projet. Et là, on a besoin d'une certaine seniorité. Est-ce que ça change quelque chose finalement? Alors après, il y a l'âme de l'entreprise. Forcément, quand on arrive très jeune dans une entreprise, on est un peu les bébés de cette entreprise. Mais est-ce que ça change quelque chose finalement sur le savoir-être? Il y a une empreinte d'entreprise. Alors c'est également une très bonne question, Cécile, parce que les ingénieurs sont des gens qui c'est un diplôme certifié. On apprend à apprendre. On sort pas d'une école d'ingénieur en connaissant tout. En revanche, on a une vraie capacité d'apprentissage et c'est ce qui fait la richesse de ce métier. En revanche, dans l'entreprise, en effet, il va falloir développer ses qualités personnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Et ça, c'est aussi notre rôle, de les accompagner à développer leur capacité à communiquer, d'adaptabilité, de management d'équipe, etc. Et c'est principalement sur ça que sont basés nos parcours de formation en interne. Et comment on fait pour les garder ? Parce que ça, c'est le problème aujourd'hui. Eh bien, écoutez, le métier d'ingénieur, c'est un métier de passion. Ouais. Et voilà, tant qu'on arrive à offrir à nos ingénieurs des métiers qui sont passionnants, techniquement challengeants, où on apprend des choses, c'est un métier où on a envie de continuer à apprendre, tant qu'on arrive à leur proposer des choses sur lesquelles ils prennent du plaisir, ils apprennent, ils sont en effet challengés, on arrive à les garder. Alors, vous l'avez dit, l'aéronautique, le spatial, la défense, ça aussi c'est un atout, peut-être c'est plus appétant forcément que d'autres métiers, d'autres secteurs. C'est le secteur préféré des jeunes ingénieurs, l'aéronautique. Enfin, le produit avion forcément fait rêver tout le monde. Je pense que n'importe qui, lorsqu'on monte dans un avion, on se pose toujours la question comment ça se passe, comment ça vole, etc. Donc c'est un métier, en effet, c'est un secteur qui attire énormément les ingénieurs. Et puis surtout, c'est un secteur qui est très pointu d'un point de vue technique et technologique. Qui est en constant renouvellement, qui doit prendre en compte des contraintes environnementales. Ce sont des secteurs d'avenir, donc. Exactement, on fait voler de plus en plus d'avions, mais on doit de moins en moins consommer, et donc forcément, ça amène à la réflexion, à l'innovation, et c'est ce qui est aussi tout à fait passionnant pour les ingénieurs. Alors pour les élèves d'école d'ingénieurs, justement, il y a deux voies qui s'offrent, c'est plutôt aller vers l'ingénieur ou l'informatique. Est-ce que justement les métiers, on va dire, plus tournés vers la conception produit vont peut-être réduire, ou est-ce qu'il faut plutôt se tourner vers l'informatique? Parce que c'est un peu ça qu'on veut savoir quand on fait une école d'ingénieur. On se dit, il y a l'informatique partout. Aujourd'hui, vous conseillez quoi? Parce que vous avez les deux domaines. Comme c'est un métier de passion, j'ai envie de dire, il faut d'abord choisir le secteur qui nous intéresse et au travers du secteur, en effet, aller développer la compétence qui intéresse le secteur. Malheureusement, on note en France quand même un désamour pour l'informatique. Le logiciel, le codage, ce qui est quand même dommage parce que ça reste un métier cœur dans toutes les industries dont on peut parler. Sur plein de métiers. Voilà, et puis on a la chance aussi, à côté de ça, d'avoir beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont dites généralistes, où on peut, au travers des différentes années d'études, choisir ses options, faire des stages, de l'apprentissage qui est extrêmement développé, partir à l'international, et donc on a quand même quelques années pour choisir finalement la voie qui nous intéresse le plus. Et on reviendra bien sûr sur cette grille des salaires, parce que c'est important. Aimer son métier, oui, mais pas n'importe quel prix. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Dans un instant, Audrey Bruno sera avec nous, un DRH de la société Aubet, qui est un acteur référent du marché européen des entreprises services du numérique. On en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi, bien entendu. Aujourd'hui, on va vous parler technologie beaucoup avec Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fédicial et directeur du cabinet Ficoba, et aussi cette belle et grande entreprise, un acteur référent majeur du marché européen des entreprises. Ça, il s'appelle Aubet, et Audrey Bruno est avec nous, DRH de cette belle société. On va en parler. 25 ans d'expérience, des grands comptes dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance, de l'industrie, du réseau, de l'énergie, et j'en passe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous, c'est pareil, votre siège social est à Boulogne-Billancourt, en Île-de-France. La société, 25 ans d'ancienneté. Vous êtes un acteur majeur, donc ça veut dire que c'est vraiment un marché en expansion et en explosion, avec, comme toutes les grandes industries, des problèmes de recrutement. Mais on va en parler dans un instant. En attendant, faites-nous une petite cartographie de cette belle entreprise.
Alors bonsoir à tous. Donc effectivement, c'est plus une entreprise, c'est un groupe. OB est une entreprise française des services du numérique. Notre principal atout réside dans la capacité à accompagner justement la transformation digitale de nos clients et nous sommes un acteur reconnu pour être en capacité d'apporter des solutions sur mesure et finalement accompagner nos clients tout au long du cycle de vie des applications. Donc OB, c'est près de 7800 talents répartis sur 7 pays en Europe, dont 2600 en France. L'une des particularités de notre groupe, c'est que nous privilégions la proximité avec nos clients. Donc nous n'avons pas de position offshore. C'est vraiment l'une des valeurs de notre groupe. Et donc nous sommes pourvoyeurs d'emplois en France. Et à ce titre, nous avons recruté en 2023 plus de 2000 personnes en Europe, dont 800 en France. Donc du coup, vous êtes plutôt orienté sur l'informatique, contrairement à Stéphane. Et donc aujourd'hui, vous, les technologies sur lesquelles, enfin, vous accompagnez les banques et les assurances. Aujourd'hui, sur quel type d'applications, justement, est-ce que c'est plutôt des applications qui sont tournées vers les clients ou alors plutôt des applications pour l'interne? Alors tout d'abord, l'expertise sur lesquelles nous intervenons, ce sont, comme le disait Stéphane Ahan, également la data, la cybersécurité, l'infrastructure cloud, l'agilité, donc l'intelligence artificielle. Donc on travaille sur beaucoup de projets. Pour vous donner des exemples, on travaille typiquement sur des applications, des plateformes bancaires, des plateformes d'assurance collective. Donc c'est la migration pour assurer la performance de ces plateformes, notamment vis-à-vis des clients internes, mais aussi clients externes. Donc nous travaillons sur les deux types de projets. Quel type de métier, par exemple? Oui, des codeurs, voilà, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez? Alors nous recrutons tout type de profil, du débutant jusqu'à l'expérimenté. Donc ça peut être des développeurs, ça peut être on a toujours besoin aussi de management. On recrute aussi beaucoup de gens qui sont capables de travailler avec ce qu'on appelle la méthode agile, donc des product owners, des scrum masters. Mais vous nous avez perdu là, ça veut dire quoi? J'imagine. Mais ça parlera peut-être à ceux qui nous écoutent. En tout cas, aussi beaucoup, on constate aujourd'hui un retour de nos clients, une certaine exigence vis-à-vis des profils très techniques, avec une forte expertise technique, tout en étant en capacité de manager et d'encadrer des équipes. Ça veut dire que ce sont des personnalités, en tout cas, un peu plus âgées, avec un bagage un peu plus long, ou ça n'a rien à voir Alors ça n'a pas nécessairement à voir. Forcément, bien sûr, le management s'acquiert aussi avec l'expérience. Ça dépend finalement de la voie qu'on choisit. Un développeur n'a pas forcément de management, mais un product owner va en avoir. Donc ça dépend un peu de la spécialisation et de ce vers quoi on s'oriente. Alors Stéphane disait qu'on sortait 37 000 ingénieurs en France. On voit que finalement les métiers d'informatique sont un vrai désamour. Moi-même qui ai fait une école d'ingénieur, je me souviens qu'on s'orientait plus facilement vers l'ingénierie que vers l'informatique. Qu'est-ce que vous avez à dire pour les auditeurs, justement, pour leur parler de ces métiers de l'informatique qui souffrent parfois un peu plus, d'un manque de glamour un peu. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des carrières qu'on peut faire dans le secteur informatique? Alors c'est dommage effectivement qu'il y ait un désamour, puisque on travaille quand même sur des projets qui sont extrêmement stimulants et innovants pour nos clients. On parle de plus en plus d'IA, on travaille de plus en plus sur des projets d'IA, de transformation numérique, de numérique responsable. Donc ce sont quand même des projets qui sont au cœur de l'actualité et les technologies digitales de demain. Donc je pense qu'en termes de stimulation intellectuelle, c'est quand même très intéressant, et de se dire qu'on peut finalement apporter notre contribution, notre pierre à l'édifice sur tous les projets. L'informatique, ça fait partie intégrante de notre quotidien, on s'en rend même plus compte. Donc je pense que pour les jeunes, quand même, c'est intéressant de pouvoir se dire de contribuer à tous ces projets innovants et stimulants. Est-ce que ça veut dire que ce sont des profils, par exemple, qui peuvent être ouverts au télétravail? Alors je dirais même qu'ils sont très demandeurs de télétravail. L'ère post-Covid a ouvert la voie de façon très large au télétravail. Aujourd'hui, on retrouve un besoin d'équilibre entre le distanciel et le présentiel. En tout cas, nous, en tant qu'employeurs, même si nos informaticiens sont encore pour certains, demandeurs de télétravail en full remote, mais qui ne sont pas, pour nous, la formule la plus adaptée. Pourquoi? Parce qu'il y a une distanciation du lien social avec l'entreprise, avec les clients, avec son équipe. On travaille
même si on travaille très bien en visio et à distance, c'est pas la même chose d'aller boire un café, de partager des informations en off autour de la machine à café, de partager quelque chose, le quotidien avec son équipe. Donc c'est quelque chose d'important. Parce que je crois que sur les développeurs, c'est la première profession qui déjà utilisait le télétravail bien avant le Covid, puisque eux justement pouvaient gérer les projets à distance. Donc ça a été un des... je veux dire, maintenant ils sont quasiment pour la majorité 3-4 jours par semaine, non Alors ça c'était post-Covid. Aujourd'hui on constate un retour à un équilibre de 3 jours, 2 jours, 2 jours de télétravail, 3 jours de présence chez le client ou sur site. C'est pas mal déjà. Ce qui est déjà bien, hein. Très confortable. Faudrait qu'on fasse ça nous avec la radio, non? Oui, 2 jours à la maison, ce serait super. En visioconférence. On a vu que, alors vous avez Bordeaux, Nantes, Lyon, Niort, Fontenay-sous-Bois. Ça veut dire que... Alors ni Niort ni Fontenay-sous-Bois, Île-de-France. Île-de-France, d'accord. Donc ça veut dire que il y a une possibilité de mobilité aussi au sein du groupe. Bien sûr, on encourage la mobilité. Si nous avons beaucoup de collaborateurs qui veulent aller en province plutôt que ceux de province qui veulent venir en région parisienne, parce qu'on est quand même à 90% en région parisienne. Mais dès que nous le pouvons, bien sûr, c'est une opportunité pour nous de pouvoir accompagner nos collaborateurs sur les mobilités. Quels sont les postes, pardon, allez-y. Alors, je disais sur les soft skills, parce qu'on parle d'informaticien, on l'imagine toujours en train de développer, c'est Stéphane qui en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les projets, dans la gestion des projets, il faut aussi être on va dire, sur les compétences comportementales, même sur ces profils-là? C'est capital. C'est capital, à tel point que post-Covid, on faisait énormément d'entretiens de recrutement en visio. Aujourd'hui, on a stoppé parce qu'on se rend compte que l'évaluation des soft skills est beaucoup plus difficile en visio qu'en présentiel. On a besoin de voir les gens, on a besoin de les sentir, de voir comment ils se comportent, comment ils sont habillés, quelle est leur posture. Donc ça, c'est extrêmement important. Et eux, vis-à-vis de vous aussi, j'imagine. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui... on se rend compte qu'en fait, un expert technique, ça suffit pas d'être un expert technique. Il faut savoir interagir avec les autres. Il faut être en capacité de communiquer. Donc, les soft skills, c'est plus que jamais prépondérant. Donc, on sort de l'image du geek à capuche qui code. Voilà. Tout à fait. On est dans une nouvelle ère. C'est ça, c'est exactement ça. Moyenne d'âge aujourd'hui. Est-ce que, d'abord, moyenne d'âge, chose importante, et puis la féminisation de ces métiers qui jusqu'ici étaient très masculins. Absolument. Donc moyenne d'âge 37 ans. Oui. Notre part de femmes dans l'effectif 32%. On est un petit peu au-dessus de la moyenne du secteur d'activité. Mais il est vrai qu'il y a un véritable enjeu à féminiser nos populations pour justement susciter plus de vocations. Donc on essaye d'agir pour faire en sorte que les jeunes femmes aient envie de se diriger vers ces métiers qui, pour moi, sont des métiers d'avenir et on va encore avoir besoin et on va encore beaucoup recruter dans l'avenir sur ces métiers-là. Donc typiquement, on travaille avec une association avec laquelle on va parler dans les lycées pour faire connaître ces métiers, pour faire intervenir nos collaboratrices qui sont d'ailleurs très friandes de cet exercice, pour qu'elles donnent envie et suscitent des vocations au sein des collèges et des lycées. Oui, il faut inciter les petites filles à faire des mathématiques, c'est ça le truc aussi. Des mathématiques, et puis se dire qu'un métier d'ingénieur, ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Et est-ce que sur la relation, certains sont en rapport avec le client aussi. Je parlais tout à l'heure de savoir-être. En fait, les métiers, ils sont très complets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille chez soi, on travaille en entreprise, mais on va aussi chez le client. Et là aussi, j'imagine qu'il y a une image de l'entreprise. Vous parlez de soft skills, ce qu'on dit aujourd'hui, mais aussi vis-à-vis du client final. Absolument, c'est très important. Il faut que nos collaborateurs soient complets en expertise technique, en posture. Nous, on parle de consultants augmentés. Aujourd'hui, tous nos consultants, on leur donne un vernis sur l'IA, le Green IT, la transformation numérique, la sécurité. On parlait de la cybersécurité tout à l'heure. C'est extrêmement important et on a énormément d'attentes de la part de nos clients sur ces sujets. Donc, nous devons avoir des collaborateurs extrêmement complets. Et comment on y parvient par effectivement un investissement fort en formation dès leur entrée dans l'entreprise. Eh ben, vous restez avec nous, on fait une petite pause. On vous prendra tous les deux, en tout cas, de beaux groupes. Alten d'un côté, Aubet de l'autre. 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu, si vous proposez votre CV, on est là pour ça avec Nicolas Leroy. On revient dans un instant, on sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vraies voix tous les mardis de 19h à 20h avec Nicolas Leroy, directeur du recrutement groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Et nos invités ce soir, Alten, spécialisé dans l'ingénierie et le conseil en technologie. Pour en parler, Stéphane Dahan est avec nous, directeur du recrutement. Et puis d'un autre côté, Aubet, acteur référent du marché européen des entreprises de services du numérique, avec Audrey Bruno, DRH de la société Aubet aussi. Jusqu'à présent, on peut peut-être reparler des différents postes qui sont à pourvoir. Et ce qui est important aussi, puisqu'on a parlé de l'ADN de l'entreprise, de ce que vous recherchiez, de ce que vous pouviez éventuellement partager. Ce qui est important forcément, c'est la grille de salaire. D'abord, Stéphane Dahan, directeur du recrutement du groupe Alten, est-ce que la grille est en perpétuelle évolution ou est-ce que ça c'est un peu stagnant? Alors la grille est en... Déjà, nous, on fait pas trop de grilles justement parce que c'est difficile de mettre des gens dans des cases qui ont certaines compétences, des expertises. Enfin, on a des fourchettes. On a des fourchettes, mais lorsqu'on parle d'experts, par exemple, selon la technologie, un expert, il peut avoir 2 ans d'expérience si la technologie est nouvelle, comme il peut en avoir 15 ans. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on achète finalement lorsqu'on parle de salaire? Donc, c'est très variable. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, on est dans un métier pénurique et donc, forcément, la concurrence est là. Les salaires oscillent régulièrement et on est sur un métier qui est international. Donc là aussi, il y a la compétition à l'international. Quand on traverse l'Atlantique, on peut doubler, tripler son salaire sur le même métier. Ça veut dire que chaque personne qui travaille chez vous parle au moins 2 langues couramment? Il parle au moins 2 langues couramment. Ouais. D'accord. Et notamment l'anglais qui est universel. Notamment demandé dans les entreprises internationales où on travaille sur des projets transnationaux. Sur les jeunes ingénieurs, vous avez quand même un référentiel, puisque si vous sortez d'une école, on va dire du haut du groupe B ou A, vous en recrutez récemment, oui. On peut prétendre à quel salaire environ quand même quand on a un jeune ingénieur qui rentre chez vous? Bien sûr, si je mélange tous les métiers de l'ingénieur, toutes les formations qu'on recrute, c'est-à-dire que ça va des grandes écoles jusqu'aux universitaires, parce qu'on a aussi des universitaires qui sont spécialisés en technologie et notamment les différents bassins de l'emploi en France, parce que les salaires ne sont pas les mêmes. Attention, je prends des notes. Ça peut aller de 3 à 4 000 euros par mois. D'accord. Donc aujourd'hui, un jeune ingénieur peut prétendre à ça s'il vient chez vous. Et on parle en brut. On parle en brut. D'accord, voilà. Et du côté Aubet avec Audrey Bruno, là j'imagine qu'il n'y a pas non plus des écarts énormes. Alors en IT, je dirais effectivement nous avons aussi des grilles de salaire, des guidelines. Aujourd'hui, un ingénieur débutant débute entre 42 45 000 euros par an, ce qui nous fait du 2600 2900 euros net par mois. Ah oui, c'est pas mal. Oui. Est-ce que beaucoup d'avantages, parce qu'il y a le salaire aussi, et il y a aussi les avantages de l'entreprise, et c'est bien aussi d'en parler, parce que c'est une façon aussi d'attirer les nouveaux profils, par exemple, Stéphane. Les avantages, Audrey le disait tout à l'heure, la première question qu'on nous pose, c'est le télétravail. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir travailler en distanciel, en présentiel? Donc ça, évidemment, ça dépend des projets sur lesquels on intervient, ça dépend du client. C'est quoi votre point de vue dessus au nom du groupe? Je pense qu'il y a un bon équilibre à avoir. C'est-à-dire que rester en effet tout le temps chez soi, ça coupe le lien social. Lorsqu'on travaille en plus sur du produit, on aime bien le voir, on aime bien le rencontrer. Et puis le travail d'équipe. Le métier d'ingénieur, c'est en tout cas dans les sociétés qu'on représente. C'est une chaîne en fait. C'est un métier dans lequel on est obligé de travailler en équipe. C'est une vraie demande. Il y a des gens qui ne viennent pas en vous disant il n'y a pas assez de télétravail. C'est une vraie demande. On a quand même vu après le Covid beaucoup d'ingénieurs parisiens qui sont partis vivre en région. Donc lorsqu'on est sur une guerre des talents, si la compétence elle se trouve à un endroit et qu'on a besoin de la recruter, on doit être capable de mettre... Donc c'est le changement de mode de vie en fait qui a nécessité de mettre en place c'est un changement d'équilibre, même si en effet on voit qu'on revient un petit peu sur le présentiel qui est pas forcément juste une demande de l'entreprise, même si on est convaincu nous que c'est plus efficace. Même les salariés eux-mêmes ont besoin de revenir rencontrer les gens. Et puis on acquiert la compétence par la rencontre aussi, c'est-à-dire que dans nos métiers qui bougent beaucoup, qui évoluent énormément, l'apprentissage technique, elle s'apprend aux côtés des experts en travaillant avec eux, et donc pour ça il faut être en proximité. Ça c'est peut-être un peu moins vrai sur l'informatique où là justement les gens communiquent peut-être un peu plus à distance, non, pour la partie vraiment IT. Est-ce que c'est nécessaire finalement d'avoir cette connexion au bureau? Connexion elle est nécessaire puisqu'aujourd'hui les équipes travaillent de plus en plus en mode agile. Donc en mode agile il y a des daily meetings tous les matins par exemple. Donc il faut que les gens soient présents, puissent se connecter, puissent se parler. Alors certes aussi en visio c'est possible.
Mais nous sommes convaincus que le fait d'être présent en équipe, de partager, de vivre le travail de façon en cohésion, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Parce que on se fait voler des talents. J'imagine que il y en a. Si on est en pénurie, en situation pénurique, forcément, c'est le plus offrant et on va débaucher des gens chez vous. Il y a beaucoup de Audrey chez vous. Il y a beaucoup de turnover. Alors, il y a toujours eu beaucoup de turnover dans notre profession de façon générale. D'accord. Donc, on essaye toujours d'avoir une politique de fidélisation et de rétention de nos collaborateurs. Quand vous dites turnover, c'est-à-dire c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quoi? Est-ce que ce sont des carrières longues? Ça dépend des profils. Donc, on a soit les gens qui restent 2-3 ans pour acquérir leur première expérience, notamment nos débutants, et puis qui ont envie de changer parce qu'ils veulent changer de secteur d'activité. Ils ont des propositions plus intéressantes ailleurs. Donc, nous, aujourd'hui, on a considérablement réduit notre taux de turnover qui est plus autour des 21%. D'accord. Mais on a connu des années antérieures, 2022-2023, et c'était pas seulement chez OB, mais je pense chez nos concurrents également, qui étaient beaucoup plus élevés, parce qu'il y avait une telle guerre des talents que vous aviez beau parfois vous aligner sur les propositions des concurrents, finalement, il y avait tellement de critères qui rentraient en ligne de compte que vous aviez beau proposer un bel équilibre vie privée, vie professionnelle, des avantages, une rémunération. Parfois, c'est la mission qui ne va pas correspondre, ou c'est je suis dans ma phase de vie où j'ai besoin d'une crèche. Donc, il y a énormément de critères qui rentrent en ligne de compte. Mais un secteur très volatile quand même. Hein. Oui, et Stéphane, vous disiez, on n'a pas assez d'ingénieurs aujourd'hui en France. Est-ce que vous recrutez beaucoup d'étrangers? Parce que la compétition est internationale. Comment vous faites justement pour attirer, je sais pas, des ingénieurs dans d'autres pays européens, par exemple? Alors, chez Alten, j'ai une équipe de recrutement international dont le job, c'est vraiment de faire du cross-recrutement, c'est de recruter d'un pays pour un autre. Sur quel pays, par exemple? Voilà, on a des compétences qui ressortent de certains pays. Vous parliez de mathématiques tout à l'heure. Les pays du Maghreb sont très forts en mathématiques, donc par impact, en informatique, en data, etc. Lorsqu'on parle d'énergie, les pays sud-américains notamment sont très forts sur tout ce qui est l'énergie. Et puis voilà, donc il y a comme ça des compétences qui ressortent et qu'on va adresser sur certains métiers. Et ce qui fait aussi, en effet, la richesse des équipes qu'on construit, avec des environnements multiculturels, des expériences diverses et variées. Et l'avantage de ça, c'est que depuis maintenant plusieurs années, nos écoles d'ingénieurs ont obligatoirement mis aussi un passage à l'international, ce qui fait que même les Français, en tout cas les ingénieurs, on n'est pas très mobile en France finalement, mais les ingénieurs français vont aussi énormément à l'international, et donc on recrute nos ingénieurs français dans nos pays dans lesquels on est présent, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. On a énormément d'ingénieurs français qui ont envie d'aller vers ces pays-là également. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ces beaux groupes. Ça s'appelle Alten, spécialisé dans l'ingénierie de conseil en technologie. Stéphane Dahan, on envoie son CV, un petit message sur votre site, c'est ça? Normalement, je dois être facile à trouver, notamment sur LinkedIn, mais sinon sur notre site, il y a l'ensemble de nos offres d'emploi qui sont présente. Et avec OB, acteur référent du marché européen des entreprises de services du numérique, Audrey Bruno, DRH. Bien entendu, c'est pareil, on envoie ses CV. N'hésitez pas, en tout cas, à aller voir, à les rencontrer, à aller discuter avec eux, parce que c'est aussi par l'humain que ça passe souvent les métiers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Nicolas Leroy d'avoir monté cette émission. Et l'émission à venir, on va parler football avec Philippe David, les vraies voix du foot. Guy Carlier, Manu Galassou. Boa noite. Si, bonne noite. Bonsoir, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Cécile. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait un peu moins d'une heure. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Au menu des vraies voix du foot, on va commencer par les Girondins de Bordeaux, club historique du football français. Il y a une décision importante du tribunal de commerce de Bordeaux. On va en parler d'entrée de jeu. Adrien Rabiot, ex-parisien, a signé à l'OM. Bon, on va se poser cette question, est-ce que c'est une bonne pioche pour l'OM? Et puis comme on aime bien titiller, on en parlera avec un supporter du PSG. Bien sûr. Est-ce que c'est une trahison ou pas? La Ligue des Champions commence aujourd'hui. Pour le moment, la Juventus mène 2-0 contre le PSV Eindhoven, deux anciens champions d'Europe. Et Aston Villa mène à Berne 2-0 également. Et on a un petit pousset, le Stade Brestois, qui va jouer comme le Real, la Juventus, etc. C'est pas mal. Et on va parler de ce petit pousset avec un supporter brestois. On finira avec Rudy Garcia. Le LOSC joue ce soir au stade José Alvalade de Lisbonne contre le Sporting.
Rudy Garcia qu'on ne présente plus, ancien entraîneur de l'OM, du LOSC, de l'OL et de l'AS Rome. Et quelles sont les chances du LOSC et des clubs français? C'est le menu des vraies voix du foot. Et je peux vous dire, on a bien affûté les crampons. Allez, c'est jusqu'à 21h. Passez une belle soirée. Nous, on se retrouve justement avec Philippe David demain à 17h pour les vraies voix. Merci à notre équipe, Maxime, merci à Aude et Justine. Et passez une très belle soirée. Et c'est du foot maintenant. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.